Bonjour. Voici une présentation, voilà, sur euh, la simplification du texte. J'ai passé à un nouveau mode d'enseignement cette session-ci. D'habitude, je mettais beaucoup de textes à lire. Je vais encore vous en donner à lire. Vous avez deux textes à lire cette semaine. Euh, un porte sur la différence entre l'oral et l'écrit et l'autre porte sur la summarizing, donc comment écrire de façon plus synthétique. Pourquoi c'est important d'écrire de manière synthétique en général? Parce que souvent, je remarque chez les étudiants qu'il y a une tendance à alourdir beaucoup le texte et ça fait très verbeux. Et ça marche pas. Les réviseurs ne veulent pas ça et je pense que vos professeurs ne le veulent pas non plus. Donc, je pense qu'on va vraiment travailler pendant la session sur la façon de rendre vos textes plus serrés, plus compacts, plus simples, plus clairs, plus efficaces. C'est particulièrement important en traduction audiovisuelle. Pourquoi? Parce qu'on a des contraintes techniques qui sont beaucoup plus importantes. Quand on travaille sur Word, et puis vous allez le remarquer, peut-être que je ne sais pas quand dans votre carrière vous allez vous mettre à travailler sur PowerPoint ou dans Excel, sur X, que sais-je. Souvent, on a des contraintes où il faut resserrer les textes et c'est particulièrement vrai en traduction audiovisuelle. On va en parler plus tard, mais le sous-titrage vient avec beaucoup de contraintes. On a deux lignes, peu de temps, pas beaucoup de caractères par ligne. Donc, dès maintenant, il faut s'attarder à simplifier le texte. La simplification du texte va également être un critère que je vais évaluer pardon, dans le premier travail de traduction que je viens de mettre en ligne. Donc, euh, c'est un muscle qui s'exerce, la simplification des textes, mais j'ai trouvé une bonne ressource dans le guide de rédaction du tribunal de la Sécurité sociale du Canada. J'ai fait ce guide-là l'an dernier. J'imagine que c'est encore là, mais c'est une bonne ressource et je vous conseille de la regarder. Et je vais vous donner d'autres ressources aussi à la fin de cette présentation. Donc, dire les choses en peu de mots. Donc, le premier thème, c'est essayer d'éviter les redondances. Ça, c'est un peu, on se dit c'est la base, mais collaborer ensemble, tout simplement collaborer, ça fait. Euh, les renseignements qui se trouvent dans le rapport, tous ces, voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de ce qui est sur la fiche, mais souvent, moi, depuis des années que je suis traductrice, quand je me relis, j'ai toujours ce petit instinct, je regarde diminuer le nombre de mots au fur et à mesure que je me relis. Et quand je me relis, non seulement j'essaie de corriger les erreurs, mais de resserrer. Et ça devrait être ce que vous faites également. Euh, ça, je pense qu'ils ont mis des petites redondances. Là, si vous ne les voyez pas, écrivez-moi. Là, je vais vous expliquer, mais l'entraide mutuelle, ben oui, comme ça, prévoir à l'avance. Il suffit simplement bon, ici, moi, ça ne m'embête pas trop, là. Il suffit simplement on peut dire deux fois la même chose, mais il faut faire attention. D'abord, commencer par, encore une fois, c'est pas que c'est une erreur, mais à l'écrit, surtout en traduction audiovisuelle, c'est des économies qu'on peut faire. Euh, Encore une fois, il venait tout juste de démissionner. Je pense qu'on dit deux fois la même chose avec venir de et tout juste. Euh, et puis dans la dernière, là, c'était comme on n'a pas utilisé de pronom. Et puis dans la version à droite, on a utilisé le pronom le. Ici, bien sûr, ils ont donné des exemples qui sont liés à un contexte judiciaire.
En passant, la différence entre légal et judiciaire, quelle est-elle? Légal, c'est tout ce qui a à voir à la loi et judiciaire, c'est tout ce qui a à faire avec l'administration, la justice et ses institutions, donc les tribunaux, les procès, les procédures judiciaires. Donc, ici, ils ont donné des façons de dire les choses plus simplement dans ce contexte-là. Donc, au lieu de dire les éléments de preuve, la preuve, n'ont pas appuyé la conclusion selon laquelle n'a pas permis de conclure. Et puis, au lieu de dire avoir l'obligation de prendre soin, ben, devoir s'occuper. Encore une fois, là, on n'est peut-être pas là dans où vous en êtes, mais existe-t-il une cause défendable selon laquelle peut-on soutenir que on voit que ça se lit mieux quand c'est plus court. Bien sûr, on ne fait pas de la traduction judiciaire ici, mais euh, ça se tient quand même. Je pense que beaucoup de jeunes traducteurs ou de nouveaux traducteurs veulent euh, utiliser un registre plus soutenu et puis choisissent des mots comme j'en ai parlé, là, ceci, cela, celle-ci, ceci, ceux-ci, celui-ci. On a des pronoms en français qui souvent marchent très bien. Le, la, ça marche, on peut le dire. Euh, je mentionne également une autre petite habitude que je remarque. Ce dernier, euh, je l'utiliserai surtout quand il y a une énumération. Je n'ai pas d'exemple. Peut-être que si vous faites cette faute dans les travaux, je vais le relever, je vais vous en parler, mais attention à ce dernier. Euh, Celui-ci, ça peut marcher en début, je l'ai dit, hein, celui-ci en début de phrase, ça marche. En fin de phrase, ça ne marche pas. Donc ça, à gauche, il y a des expressions qui peuvent venir alourdir le texte et des alternatives à droite. À la lumière de contenu dû au fait que ils ont d'autres exemples, mais moi, je dirais, puisque, vu que euh, c'est en raison de, éventuellement, euh, on peut changer sa phrase et dire tout simplement donc. Certains d'entre vous me connaissent peut-être parce que je suis interprète. Donc, nous, les interprètes, je suis traductrice aussi, hein. J'ai été traductrice une vingtaine d'années. Maintenant, je suis interprète, mais euh, nous, on a les traducteurs, ils peuvent utiliser plein de mots, puis des gros mots, puis des longs mots, puis des longues formules. Mais nous, euh, interprètes, on est pressé par le temps. Donc, même quand on peut faire des économies de 2 syllabes, on les prend, on est content. Accroître, augmenter. Donc, ça, c'est pas que le mot est plus simple, c'est la recommandation ici de ne pas hésiter à avoir recours aux mots du quotidien et aux mots simples. Approximativement environ, tout d'abord, avant, pour. C'est tous des mots que vous pouvez utiliser dans vos textes. Moi, j'irais même jusqu'à. Moi, j'ai fait des études justement en linguistique dans la typologie textuelle, la description des textes et puis les liens qu'on peut faire avec certains mouvements sociaux. Et puis, je dirais que c'est juste une hypothèse, que auparavant, tous ces gros mots-là, ces grands mots pseudo-savants, on les voyait pas beaucoup. Donc, les gens les utilisaient davantage parce que ça relevait d'un sociolecte, c'est-à-dire une façon de parler propre à un milieu social. Et puis, en utilisant ces grands mots-là, y compris par les avocats, on se positionnait comme membre d'une communauté professionnelle compétente et fermée. Mais maintenant, ces mots-là, ils circulent beaucoup plus librement. Donc, et ce qui manque dans nos discours sociaux, selon moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est la clarté, la limpidité, la simplicité.
Donc, si vraiment vous voulez avoir l'air professionnel, écrire des textes professionnels, c'est pour ça qu'il faut écrire simplement et sans... Parce que moi, comme je suis langagière, ça fait 25 ans que je travaille sur le texte. Quand je vois des gros mots comme ça, je me dis ça, c'est quelqu'un qui écrit peut-être pas très bien. Ou si je vois que le texte est un peu mal construit, puis il y a quand même des grands mots, je fais ouais, ça m'impressionne pas. Mais quand je vois un texte vraiment net, clair, ça m'impressionne. Et je pense que ça va inspirer vos professeurs. Et puis au fil du temps, on va continuer, au fil de la session, on va continuer à travailler là-dessus. Préférer les verbes au nom. Euh, Ça, c'est assez, peut-être un grand principe, mais ça a été un sujet de mon doctorat, justement, la présence de noms par rapport aux verbes dans les textes financiers. Mais en gros, ça simplifie utiliser un verbe par rapport à un nom. Parce que quand on a un verbe, on a un sujet, absolument, on est obligé d'avoir un sujet. Parfois, on a un objet. Mais si on a un nom, ça veut dire qu'on a ce qu'on dit en linguistique, c'est que les verbes ont des relations avec des personnes et des choses, et les noms, les idées, les concepts ont des relations avec d'autres concepts. Donc, plus on multiplie les concepts, plus on multiplie les noms, plus on crée une... J'espère que je ne suis pas en train de vous mêler, là, mais plus dans le texte, on crée une un monde ou une réalité où les idées interagissent les unes avec les autres et les idées sont abstraites alors que les verbes sont concrets. Donc, c'est beaucoup plus facile à comprendre quand on utilise des verbes directement. L'autre aspect qui est important avec ça, j'en ai parlé dans les cours d'interprétation, c'est que quand on a un verbe, tout ce qu'on a à faire pour mettre un point, c'est mettre comme finir sa phrase, finir son idée, mettre des circonstances si on en a besoin, puis mettre un point. Faire des phrases courtes, ça peut vous aider aussi en traduction audiovisuelle parce que, notamment en sous-titrage, dans la traduction d'applications de jeux vidéo, il faut faire des phrases courtes. Sinon, la personne, elle va regarder votre sous-titrage, puis il va avoir comme cinq changements de sous-titrage, 5 plans où la phrase n'aura pas encore été finie. Faites des phrases courtes. Euh, le médecin a procédé, donc c'est le requérant, ça c'est un terme de procédure judiciaire, a présenté une demande de pension. Tout simplement, il a demandé une pension. Quand vous voyez comme ça, à présenter une demande, essayez de voir si vous ne pouvez pas resserrer pour avoir un verbe direct. Ensuite, le médecin a, ça vous voyez, procédé à l'évaluation, évaluer tout simplement. Elle a pris la décision, décidé de remettre sa démission, de démissionner. Encore une fois, on rapproche le sujet, le verbe et les compléments. Euh, une phrase comporte nécessairement un sujet et un verbe. Pas nécessairement un complément d'objet. Moi, je dis un objet, là, mais un complément d'objet. On n'est pas obligé d'avoir des compléments, ni de circonstants. Euh, donc, pour moi, quand je dis un complément, pour moi, c'est le complément d'objet. Et pour moi, un complément circonstanciel, c'est juste ma nomenclature dans la théorie que j'ai utilisée pendant mes études. Mais un circonstant, pour moi, c'est séparé parce que bon, peu importe, là, il n'y a pas de relation directe avec le verbe. Euh, donc, plus ce que cette fiche dit, c'est que plus on rapproche tout ça, plus la phrase est facile à comprendre. Donc, le avant, le sujet était éloigné du verbe. Une personne qui a prouvé qu'elle avait une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période d'admissibilité peut recevoir ta. C'est beaucoup plus simple de dire une personne peut recevoir si elle prouve ta. Puis même ici, on voit que pour moi, l'autre raison pour laquelle la deuxième version est plus simple, c'est parce que dans le premier cas, on a en rajoutant le qui, le complément d'objet,
je me souviens plus des mots, là, mais qui, après une personne, le pronom relatif, on crée un groupe nominal. Donc, avant, le sujet, c'est une personne, c'est facile. Dans la version avant, le sujet, c'est quoi? C'est une personne qui a approuvé, elle peut recevoir. Donc ici, on a deux phrases simples qui sont deux propositions simples qui sont reliées par la conjonction si elle prouve qu'elle avait une invalidité grave et prolongée. Je prends une petite pause pour vérifier encore une fois que j'enregistre parce que c'est pas la première fois que je, ça n'aurait pas été la première fois que je m'enregistre sans m'enregistrer, dans le fond. Conjuguer les verbes simplement. Ce qu'on veut dire ici, c'est d'éviter, si possible, le subjonctif. Je prends une gorgée d'eau. Je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit cette session-ci à mes étudiants d'interprétation, mais le présent de l'indicatif est votre ami. Les phrases simples sont vos amis. Évitez le subjonctif, le conditionnel et le passé simple. Les temps qu'on utilise, ça revient à parler, à utiliser les mots qu'on utilise au quotidien, mais l'utiliser clairement et simplement, tout simplement. Encore une fois, on est dans des phrases qui se lient au domaine judiciaire. Donc, pour que la requérante ait gain de cause, elle doit prouver que pour avoir gain de cause, tout simplement, donc si l'infinitif est un autre de vos amis, au même titre que l'indicatif. Bien qu'il n'ait reçu aucune aide, bien que ça prend le subjonctif, euh, à cette étape de votre carrière, je pense que vous pouvez euh, préférer les structures simples et infinitives, puis plus tard, vous allez vous faire la main et puis aborder les structures un peu plus complexes. Encore une fois, ses amis lui ont promis de l'aider. Franchement, je ne sais pas qui a écrit ce guide-là, mais je trouve tellement que c'est un super bon guide. Euh, Utiliser la voix active, éviter la voix passive. Donc, on voit que le rapport a été rédigé et un peu moins limpide, ça demande un peu plus de réflexion que le médecin a rédigé le rapport. Euh, En anglais, il y a beaucoup de passifs, souvent. Je ne sais pas en traduction qu'est-ce qu'on déciderait, mais ça dépend de vos réviseurs. Prenez une chance. Écrivez, peut-être que vous allez. Des fois, il faut mettre le passif au risque de créer une structure où on prête des intentions ou des actions à des choses inanimées. Il semble qu'une erreur ait été commise. Il semble qu'on a commis une erreur, qu'une erreur s'est produite. En passant, c'est votre ami, ça aussi. On, c'est votre ami, pourquoi? Une des raisons pour lesquelles c'est votre ami, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent en anglais. Donc, si vous maîtrisez le on impersonnel et pas le on collectif, pas le nom pour remplacer nous, mais le nom pour remplacer, pour parler une entité. Souvent, you, il y a beaucoup de. Je préparais votre traduction puis des textes que je voulais traduire, mais souvent le you en anglais, c'est un you impersonnel. How do you do this? C'est pas comment faites-vous cela? Puis plein d'étudiants tombent dans le panneau. Soyez à l'affût du you impersonnel. Je pense qu'en français, quand on parle d'une deuxième personne, singulier ou pluriel, c'est beaucoup plus concret, alors que nous, en anglais, on a you, puis c'est un peu comme n'importe qui, mais en anglais, en français, on a ce on impersonnel qu'on peut utiliser. Une demande doit être présentée pour que des prestations soient versées. Ça n'a pas l'air d'un vrai exemple, ça. Je pense que ça a été composé au fin de la chose. Il, eux, ils ont écrit on doit. Moi, j'aurais dit il faut. Il faut présenter une demande pour recevoir des prestations. Donc, cette autre structure impersonnelle fonctionne bien. Il faut. euh, je pense que c'est quelque chose que moi, j'aurais beaucoup utilisé dans ma carrière. Il faudra, il y aura. Euh, Ces petites structures qui existent, qui sont simples,
mais qui n'existe pas en anglais, vous pouvez y être attentif. Si vous en trouvez des bonnes, là, si vous trouvez des pépites puis des perles, écrivez-les moi. Moi, je veux les savoir, je veux les entendre, je veux les connaître. Encore une fois, favorise. Là, on avait la voix active à préconiser par rapport à la voix active. Maintenant, on va favoriser la forme affirmative par rapport à la forme négative. Euh, Ne pas vouloir, alors si on peut dire refuser, n'a plus d'argent, manque d'argent, ça c'est pas tout à fait pareil, on pourrait dire, mais ne pas faire attention, négliger. Et encore une fois, ça c'est un guide de rédaction, c'est pas un guide de traduction. Des réviseurs pourraient vous reprocher d'avoir fait ce glissement de sens, mais si vous êtes super bon, vous pouvez prendre des chances. Mais si on vous a fait plein de commentaires en vous disant que vous faites des fautes, vous vous éloignez, essayez de coller. Mais si on dit, ah, franchement, hein, t'es bon, ben, prenez des petits risques comme ça. Ces idées ne se suivaient pas logiquement, elles étaient incohérentes ou décousues. N'est pas exclu. Cette conclusion est possible. Encore une fois, c'est une façon de simplifier. Euh, Encore une fois, on avait des redondances. Sa propre inconduite, son inconduite, monter en haut, ouais, ça c'est un classique, hein? Descendre en bas, la première priorité, prévoir l'avance, refaire une deuxième fois. Bon, c'est des... Mais je pense qu'en général, je voudrais, cette session-ci, quand vous relisez, de faire attention. Moi, c'est ce que je fais, mais de faire attention au nombre de mots qu'il y a dans votre texte, puis d'essayer de le réduire sans bien sûr changer le sens du texte. Si vous êtes fier de vous, écrivez-le moi dans votre traduction. J'étais à 612 mots, mais après ma deuxième lecture, j'ai atteint les 582. Je vais vous mettre un dessin, un beau cœur sur votre travail. C'est ça que je veux, que vous serriez, compactiez, réduisiez, parce que je pense que, en général, les étudiants ont plus tendance à trop mettre de fluffy, puis de... C'est trop dans l'ensemble et je pense que vous courez pas vraiment de risque à essayer de trop simplifier avec moi, puis je serai sans doute très indulgente pour ceux qui auront essayé de simplifier. C'était ça pour ça. Je vais aussi pendant qu'on y est, on peut se parler. Je voulais vous présenter des ressources. Je ne sais, je voulais aller, je ne sais pas si vous le connaissiez, je suis certaine que vous le connaissez, le portail linguistique. Euh, c'est les ressources moi, ça a changé il y a quelques années. Moi, quand j'étais aux études, c'était un peu différent. Je ne sais pas s'il va me laisser rentrer. Euh, on va essayer autre chose. Je voulais vous montrer le guide du rédacteur parce que des fois, je ne suis pas certaine que les gens le lisent. Je ne suis pas certaine que les gens l'utilisent. Donc, je me dis, bon, est-ce que vous le connaissez? Bon, on ne sait pas. Euh, il y a plus. Franchement, utilisez-le. Puis on voit ici qu'il y a l'équivalent en anglais The Canadian Style. On va voir à l'index de quoi ça a l'air. Donc, à gauche, vous avez tous les sujets, par exemple. Moi, j'aimerais vraiment que vous ayez voir ponctuation. Je lis des travaux des fois, puis je me dis, franchement, euh, là, vous avez la ponctuation au rythme de la phrase, blablabla, bla, 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 disons le point-virgule. Si vous avez un doute, la réponse est sans doute dans le guide du rédacteur. Donc, c'est important de le savoir. Le guide du rédacteur, euh, vous pouvez me dire, je vais mettre des questions dans le forum cette semaine et je vais vous demander si vous connaissez le guide du rédacteur. Parce que franchement, des fois, j'ai des doutes. L'autre ressource que je voulais vous montrer, on en reparlera vous m'en donnerez des nouvelles. L'autre ressource, je ne sais pas si vous l'utilisez. Ça s'appelle, non, le dictionnaire des co-occurrences. Moi, je me souviens quand il est sorti en mode papier, fermé. Donc,
disons, c'est pour trouver des mots qui vont bien ensemble. Donc, je sais pas ce qu'on peut dire, je sais pas, on peut dire, je sais pas, un prix. Qu'est-ce qu'on peut dire, quel mot on peut utiliser avec un prix? Donc, non seulement euh, on a des adjectifs, donc comment est-ce qu'on peut modifier un prix? Moi, je m'en sers, c'est un outil dont je me sers beaucoup. Le dictionnaire des co-occurrences. Des fois, il ne faut pas chercher dans Lingui, il faut chercher en dictionnaire des co-occurrences et les verbes qui vont avec. Un prix se maintient, s'emballe, s'enflamme, monte, réduit, ta 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 ta. C'est une bonne ressource. Donc, chaque semaine, je vais essayer de vous donner des ressources comme ça. Et je voulais aussi vous en donner un autre qui est mon préféré. C'est le dictionnaire du CNTRL. Donc, quand je fais une recherche pour un mot, puis là, je ne suis pas certaine, c'est peut-être pas quelque chose que... Ça fait quelques années que je suis interprète puis que j'ai arrêté de traduire, mais euh, disons un mot qui fait, je sais pas, qui est ambigu, puis là, vous le savez pas, franchement, puis vous regardez dans, euh, dans le Robert, vous regardez en Termium, puis vous savez pas. Vous allez dans Google, puis vous faites CNTRL avec le mot que vous cherchez. Moi, j'ai eu des débats pendant le temps des fêtes avec ma famille. On se demandait quelle était l'origine étymologique du mot hermétique. Mon neveu, il disait, ben, ça vient de Hermès, puis je me dis, ça se peut pas. Mais ça, c'est le dictionnaire, la source lexicologique la plus complète que vous allez pouvoir trouver. Hermétique, donc, c'est peut-être trop complet pour certaines personnes, mais tout est là, franchement. Donc, on voit toutes les acceptations, puis on voit également l'origine, la date d'origine des mots. Donc, bon, en ce qui concerne hermétique, ça vient en effet d'Hermès, mais c'est vraiment tout un processus de transformation sémantique. Là. Il y avait Hermès, puis ça a donné lieu à des sociétés fermées qui étaient liées à Hermès. Donc, c'était des sociétés ou des groupes où c'était dit hermétique, relatif à l'hermétisme. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de fermé et puis le sens s'est graduellement élargi. Donc, ça, c'est une ressource quand vient le temps de trancher euh, des débats sur le sens des mots, leur acceptation. Le CNTRL peut être très utile. Je voulais vous montrer autre chose sur Termium. Euh, Termium. Des fois, ça arrive que on ne trouve pas ce qu'on cherche dans Termium, mais qu'on le trouve ailleurs. Vous pouvez envoyer un courriel à Termium pour leur dire qu'il manque quelque chose. Donc, vous cliquez sur suggestion et puis là, vous mettez votre nom, votre adresse courriel, puis le terme en anglais, le terme en français, puis en tout cas, vous remplissez ce que vous pouvez. Et puis les terminologues du bureau de la traduction vont le verser dans Termium. Donc, si vous voulez faire votre part pour notre belle communauté de langagiers, ben voilà, vous pouvez la faire. Je regarde juste s'il n'y a pas autre chose que j'ai oublié. Euh, hum, hum, hum. Donc, on va s'arrêter ici. Je vais faire une autre présentation sur le travail et puis sur la traduction et puis on remettra tout ça en ligne.